Voilà, merci beaucoup Irina, merci au Dialogue Franco-Russe et à vous tous qui êtes venus ici un lundi soir. On s'est mis d'accord avec Irina au début que je parlerais un petit peu de mon engagement dans l'humanitaire et comment est-ce que j'en suis arrivé à écrire les livres de géopolitique. Alors je vous rassure, je vais faire de la géopolitique, mais c'est parce qu'à travers cette expérience, je pense que c'est intéressant de voir comment est-ce que toute une partie de ce qu'on connaît, de ce qui est accessible sur le terrain, n'est jamais partagée dans nos médias dominants. Parce qu'on peut imaginer, enfin c'était mon cas, quand j'étais jeune étudiant en France, que j'étais dans le pays des droits de l'homme, que j'avais accès à la liberté de l'information, qu'on était en démocratie, et que je croyais donc tout ce qu'on me disait dans les médias, et quasiment tout. Et puis il y a eu la guerre dans les années 90, en ex-Yougoslavie. Et là, j'étais porté sur la chose politique, mais pas forcément sur la géopolitique ni sur l'international. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Parce que d'un côté, il y avait ces guerres. Alors on sentait bien que la Yougoslavie avait du mal à tenir. Il ne fallait pas oublier non plus que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Oustachis et une partie des musulmans de Bosnie-Herzégovine étaient du côté des nazis. Du côté des Serbes, il y avait les partisans qui étaient communistes, il y avait les Tchétniks qui étaient monarchistes. C'était une zone compliquée. Et on voyait bien que le passage de Tito et du communiste en Yougoslavie a été compliqué à la fin. Et pour beaucoup de personnes, peut-être que c'était la bonne solution. Peut-être à l'époque ou pas, mais en tout cas, je ne pensais pas que ça allait se terminer en scission comme cela a été. Et j'ai vu clairement le jeu de puissances étrangères en Yougoslavie qui ont tout fait, non pas pour que le pays se scinde en paix, mais ni même, qui ne sont même pas intervenus pour que le pays reste ensemble. Maintenant, avec du recul, on peut se demander si ça n'aurait pas été une meilleure solution, mais c'est une hypothèse. Mais comment est-ce que des puissances étrangères ont poussé la Yougoslavie à éclater dans la violence? Et donc, au tout début, j'avais accès à cette information de la part de ma famille en Serbie et accès à l'information sur TF1 ou France Télévisions, c'était peut-être Antenne 2, non, c'était France Télévisions à l'époque. Et je voyais vraiment qu'il y avait commencé à avoir une différence. Une assez grande différence entre ce que j'entendais d'un côté, et pourtant ma famille qui est restée en Serbie n'était pas particulièrement proche de Milosevic, mais il y avait quand même des informations qui étaient assez différentes. J'étais alerté, il y a eu la guerre avec la Croatie, il y a eu la guerre en Bosnie-Herzégovine, et je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et surtout, j'ai vu à travers les médias comment est-ce qu'il y avait une espèce d'opprobre qui était jetée contre les Serbes. J'ai même eu un jour une personne dans un cadre professionnel je me dis, ah, Mirkovic, c'est pas français. Je dis, non, en effet, c'est pas français, ça vient d'où? C'est serbe, et qui m'a dit, rentrez dans votre pays, quoi. Et ça, c'était vraiment violent, quoi. Et j'ai dit, ok, bon, alors moi, du coup, j'assume très bien mes deux nationalités, mais j'ai dit, rentrez dans votre pays, c'était un peu violent, et je me suis dit, et je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point la manipulation médiatique était forte. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une tentative d'explication aux Français de la situation. On ne leur a pas parlé de la Deuxième Guerre mondiale, on ne leur a pas parlé de l'influence de l'Allemagne, on ne leur a pas parlé de toutes ces ONG dont on commence à parler aujourd'hui, mais à l'époque déjà qui étaient extrêmement influentes, de l'USAID, de la National Endowment for Democracy, qui finançait des mouvements, qui avaient intérêt à faire tomber des gouvernements en place qui n'étaient pas alignés avec la politique atlantiste américaine ou européenne. Et ça m'a pas mal secoué, parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément à l'Ouest, et j'ai vécu dans plusieurs pays à l'Ouest, et j'ai vu que c'était la même histoire un peu dans tous ces pays. On n'avait pas vraiment une culture de la recherche de la vérité, et qu'il n'y avait pas le recul nécessaire, et que c'était de l'amateurisme globalement sur les analyses politiques, parce que non seulement les médias ne donnaient pas un avis qui était, on va dire, objectif, où on ne faisait pas venir sur des plateaux des personnes qui avaient des opinions contradictoires ou des opinions différentes pour essayer d'obtenir un consensus et essayer de comprendre. C'était toujours un rouleau compresseur qui allait dans une direction. Et ça n'existe pas. Comme l'a dit Irina il y a quelques instants, dans les guerres, il y a des choses terribles qui se passent dans tous les camps. Il y a des très mauvaises personnes et des personnes qui se révèlent être très belles dans une guerre. Et il n'y a pas de vision manichéenne. Et la France, qui avait tout intérêt à cette époque-là de jouer la carte yougoslave, ou au moins d'essayer de chercher la paix, parce qu'elle avait des liens historiques avec la Serbie, j'ai vu qu'elle aussi, elle s'était faufilée derrière le train des États-Unis. Tout cela a été amplifié en 1999 quand il y a eu les bombardements de Belgrade, parce que là, du coup, je commençais à avoir un peu plus de recul, je m'étais plus renseigné. J'étais archi contre ce qui se passait à Paris. À l'époque, Irina, j'étais parisien. Il y avait une espèce d'ébullition intellectuelle qui était assez intéressante de personnes qui disaient qu'on ne veut pas de la guerre,
Et c'était quand même assez intéressant, parce que moi, je ne t'ai jamais vu comme un pacifiste, mais je me suis dit, mais bien évidemment qu'on doit être pacifiste, on doit être pour la paix. Et la guerre explose quand on n'a plus les moyens, quand c'est vraiment le dernier recours. Mais on a tous intérêt à être pour la paix, surtout quand c'est un pays qui, a priori, est assez loin de la France, ne nous concerne pas directement, même si on a des liens d'amitié. Et de nouveau, en 99, le rouleau compresseur manichéen. Alors vraiment, c'est d'un côté, donc les Albanais, c'était des gentils, c'était des petits saints, ils étaient torturés par les méchants Serbes qui les violaient, qui les attaquaient, qui les mangeaient. C'était cette vision manichéenne. Et à Paris, il y avait quand même beaucoup de personnes, ce qui était intéressant à l'époque, de droite comme de gauche, d'horizons différents, qui disaient non, attendez, prenons du recul, comprenons ce qui se passe, analysons vraiment qui sont les gentils chez les Albanais, qui sont les méchants, pareil chez les Serbes, pareil chez les différents. Et ça, c'était assez intéressant. Malgré ça, évidemment, la voix de la rue n'a rien pu faire contre la voix des bombes. Et l'OTAN, illégalement, en 1999, va bombarder un pays souverain qui ne lui a rien fait. C'était un acte complètement illégal du point de vue du droit international. La charte de l'ONU, la charte même de l'OTAN, les actes finaux d'Helsinki, tout a été mouliné par l'OTAN qui s'est assis sur le droit international pour faire une guerre où elle a essentiellement fait du mal aux civils. La guerre était au Kosovo et en Metochi, au sud de la Serbie, entre des indépendantistes albanais et l'armée yougoslave, dans laquelle il y avait, pas beaucoup, mais il y avait quand même aussi des Albanais. L'OTAN a bombardé le nord, l'est, l'ouest, des centrales hydrauliques, des centrales thermiques, des ponts, des aéroports, une maternité, des autoroutes, des infrastructures civiles. Et ça, c'était cette guerre de l'OTAN. Alors, moi, je suis allé à l'époque avec ma jeune épouse serbe, on était bouclier humain sur les ponts de Belgrade parce qu'on était vraiment militants pour la paix, on était contre cette guerre et on pense que c'était idiot qu'entre Européens, on n'arrive pas à trouver une solution pour régler ce différend, à commencer par le respect du droit. À partir de ce moment-là, je commence à être aguerri. J'avais bien compris qui est-ce qui était en train de tirer les ficelles. J'ai fait beaucoup de conférences pour essayer d'ouvrir les yeux de mes compatriotes. J'en ai fait en France, j'en ai fait à l'étranger. J'ai aidé un ami en 2005 qui a monté une association qui s'appelle Solidarité Kosovo. J'ai aidé à le fonder. Arnaud, qui est un Grenoblois. On a organisé beaucoup de conférences pour lever des fonds. Et c'est de là qu'a commencé mon engagement dans l'humanitaire. On a levé des fonds pour aider les Serbes et les minorités au Kosovo et en Metochi qui, évidemment, n'ont eu aucun accès à la paix, à l'amitié entre les peuples, une fois que l'OTAN avait tout bombardé en 1999 illégalement. Parce qu'on aurait pu se dire, d'accord, ils ont tout bombardé, mais regardez le résultat. Oui, il y a eu 10 000 morts, mais bon, il y a beaucoup d'infrastructures civiles, mais on va reconstruire ça, on leur a fait faire un emprunt auprès du FMI ou de la Banque mondiale, mais maintenant, Albanais et Serbes sont grands amis, les grands amis, et ils sont en train de reconstruire leur pays ensemble. Ce n'était pas du tout le cas. Après les bombardements de l'OTAN, il y a eu plus de 40 000 soldats dans ce petit territoire du Kosovo et la Métochie, qui fait l'équivalent de la Gironde. Le Kosovo était, comme ça l'était avant, une plaque tournante du trafic de drogue. Plus de 1000 Serbes ont été tués sous les yeux des regards impassibles, sous le regard impassible des soldats de l'OTAN. En 2004, il y a eu un pogrom de plusieurs jours où des Albanais se sont attaqués à tout ce qui était serbe, tout ce qui était religieux, même des églises que les Ottomans avaient respectées, n'avaient jamais touchées, avaient été détruits. Et on a des photos de soldats de l'OTAN qui se prennent en photo devant ces monuments en flammes ou devant les maisons des Serbes en flammes. Et ça, c'était pour moi vraiment une des gouttes d'eau. J'ai dit, on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'il y a vraiment une volonté d'une partie du monde occidental de faire main basse sur la deuxième. J'ouvre une petite parenthèse, première parenthèse géopolitique. Ça, c'est à la suite de la chute de l'URSS en 1991. Fukuyama, aux États-Unis, un néoconservateur, dit que les États-Unis, eux, ont gagné. Enfin, il ne dit pas qu'ils ont gagné la guerre, il dit que c'est la fin de l'histoire. Qu'en gros, c'est la victoire de la démocratie libérale. Et les États-Unis, et des néoconservateurs et des personnes au sein des États-Unis, de ce que j'appelle dans mon livre l'Empire américain, croient que l'heure est venue de faire vraiment main basse sur le monde. Et les pays, donc ils continuent avec leur soft power, donc avec les ONG financées par l'État américain, à payer des associations, des mouvements, à avoir de l'influence dans des gouvernements étrangers pour les mettre en coupe réglée ou pour les obliger à suivre, en tout cas les encourager à suivre la politique atlantiste. Mais
quand un pays ne suit pas, ou quand ils n'arrivent pas à leur fin avec ce fameux soft power, avec les ONG, avec l'influence, en payant des politiciens, en payant des journalistes. Il y a encore 20 ans, des journalistes en France auraient pu dire « Oh, ça c'est de la conspiration ». Le président américain est aujourd'hui le premier à le reconnaître qu'ils le font. D'accord? Donc on le savait, le problème c'est qu'on le savait trop tôt. Mais aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Eh bien, quand les Américains n'arrivaient pas à leur fin, ils n'hésitaient pas à faire la guerre et à tuer des civils. Et là, ça nous a peut-être un peu plus choqué, et moi en premier, parce que je dois avouer que ce qui se passait au Vietnam, j'étais un peu petit, mais ce qui se passait au Vietnam, en Afrique, en Amérique latine, ça m'intéressait moins à l'époque, ça m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui. Mais cette politique est une politique qui avait été mise en place par les États-Unis depuis longtemps. Les États-Unis, les Américains qui ont déclaré leur indépendance en 1776, ont mené plus de 500 guerres à l'étranger. 500 guerres à l'étranger. Et donc ça, c'était la politique américaine. C'est comme ça qu'ils ont réussi à faire un empire. Et ce que je voulais dire là, c'est qu'ils n'ont pas hésité à faire la guerre en Europe et qu'aucune puissance européenne, même l'Union européenne, ce qui existe juste avant la création de l'Union européenne, ne s'est opposée aux États-Unis. Ce qui montrait bien qu'il y avait un vassal et en face, à côté de ce vassal ou au-dessus de ce vassal, un maître. Je ferme la parenthèse, mais je me suis impliqué parce que je me suis dit, ça ne va pas être la fin. Ils ne vont pas s'arrêter quand ils vont avoir détruit la Yougoslavie, quand ils auront réussi à prêter de l'argent pour que les habitants de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Yougoslavie s'endettent pour refaire leur route, pour refaire leur pont, et in fine bradent leur propre industrie afin de pouvoir payer les intérêts de ces différentes dettes. J'ai vu que, après ça, donc moi je faisais pas mal de conférences, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Le martyr du Kosovo » où j'explique notamment tout ce qui nous avait été dit pendant, pour nous encourager à rentrer en guerre, comment est-ce qu'il y avait une vision du méchant Serbe, du gentil Albanais, comment est-ce qu'il y avait cette espèce de fabrication du consentement, pour reprendre les termes de Chomsky ou de Lippmann, où les médias et la puissance politique étaient ensemble, portaient le même gant de boxe pour vraiment tout faire pour conditionner la population, pour les faire croire qu'il n'y avait pas d'autre solution que la guerre. Et quand vous n'arrêtez pas matin, midi et soir de dire « voici les méchants, voici les gentils », quand vous sortez des images de leur contexte, quand vous n'expliquez pas la réalité, quand vous ne permettez même pas d'avoir des débats, ou alors vous les permettez à 1h du matin sur des chaînes de petite écoute, eh bien forcément, si vous encouragez la guerre, vous allez la voir. J'ai écrit ce livre pour expliquer la situation. Au début, je voulais l'écrire juste pour clore mes conférences, et puis j'ai eu la chance. J'ai eu plusieurs éditeurs qui étaient intéressés, et avec ça, l'écriture de ces livres, où je disais, voilà ce que Chirac a dit avant la guerre, voilà la réalité. Donc Chirac a dit qu'il y avait un génocide, Clinton a dit qu'il y avait un génocide, Massimo D'Alema, le président du Conseil des ministres italien, avait dit qu'il y avait un génocide. Il n'y a jamais eu de génocide au Kosovo. Mais ça a fait une belle jambe aux habitants serbes de savoir qu'ils avaient raison 20 ans plus tard. C'est ce qui a déclenché la guerre. Et comme personne portait la contradiction, eh bien, ils ont pu faire ça. Et j'ai écrit ce livre, et j'ai écrit de plus en plus de papiers, pour expliquer que ça n'allait pas s'arrêter. Et quand en 2013, il a commencé à avoir le Maïdan, là j'ai dit attention, parce que là, autant l'ex-Yougoslavie avec ses 20 millions d'habitants n'a pas tenu plus que quelques jours, la Serbie non plus, là l'OTAN, les Atlantistes sont en train de chercher la guerre sur le pas de porte de la Russie. Et ça, c'est quelque chose qui était clairement une ligne rouge depuis longtemps. Vladimir Poutine l'avait dit, Jack Matlock, qui est le dernier ambassadeur aux États américains en URSS, avait dit quand, à l'époque, Joe Biden, sénateur américain, poussait pour élargir l'OTAN, il avait dit « ne faites jamais ça, c'est une erreur tragique, ça serait une erreur stratégique ». C'était le dernier ambassadeur américain en URSS qui l'avait dit. Vous avez également George Kennan qui a écrit la stratégie de containment des États-Unis. C'est quand même lui qui a expliqué aux États-Unis, à Truman, et c'est une politique qui a été suivie par l'ensemble des présidents américains jusqu'à quasiment la fin de la guerre froide, sur comment faire en sorte que l'URSS ne puisse pas se développer. Donc il a participé à cette politique, il connaît très bien l'URSS, c'est un russophile, il a dit ce que vous faites en proposant à l'Ukraine ou à la Géorgie de rentrer dans l'OTAN est une erreur tragique. Donc, si vous voulez, il n'y a pas seulement dans les pays de l'Est des Slaves qui disaient non, l'OTAN est en train de se rapprocher. Vous avez d'éminents spécialistes américains qui connaissaient le monde. C'est important. Je pense que s'il y a un élément à retenir, c'est vraiment le fait que nos médias, nos politiques ne se réfèrent pas aux gens qui ont été sur le terrain,
qui ont vu comment ça se passait, qui connaissent la culture, qui connaissent la langue, qui connaissent l'histoire. Et quand j'ai vu le Maïdan, je dis mais ça, c'est clair que ça va déraper. Et en plus, l'issue était vraiment simple et on avait déjà en 2014, 2013, 2014 plus d'accès à l'information. Donc on voyait très bien que Yanukovych avait le choix entre deux grands partenariats. Un partenariat avec l'Union européenne à quelque chose comme 600 millions d'euros, avec un pavé qui a été évidemment tenu secret pendant longtemps, qui n'a quasiment pas été traduit ni en russe ni en ukrainien pour que les populations locales comprennent, où essentiellement ça ouvrait le marché ukrainien aux produits européens, mais il n'y avait pas beaucoup de choses que les Ukrainiens auraient pu exporter dans le marché européen. Et l'autre côté, à plusieurs milliards d'euros avec la Russie. Et la Russie et l'Ukraine, évidemment, se connaissent extrêmement bien. Kiev était la mère de toutes les villes russes au Moyen-Âge. On parle le russe, l'Ukraine s'appelait avant la Malorussie. J'explique ça dans mon livre Le chaos ukrainien, pourquoi est-ce que ces liens sont tellement forts entre l'Ukraine et la Russie. Je ne nie pas du tout le fait qu'il y ait des Ukrainiens qui veulent être indépendants. Ça, j'explique aussi dans le livre comment c'est arrivé, ce qui n'est pas le cas de tous les Ukrainiens. Et en tout cas, l'Ukraine est un pont naturel entre la Russie et, on va dire, la Pologne et le reste de l'Europe. Donc nous, Européens, si on veut être indépendants dans un monde qui est en train de devenir de plus en plus multipolaire, avec un pays grand comme la Russie, avec autant de ressources naturelles, et en plus c'est un voisin, l'intelligence veut on ait de bonnes relations avec ses voisins. Et je ne croyais pas, mes yeux vraiment, quand j'ai vu qu'à l'époque c'était Obama, était prêt à vraiment déclencher de nouveau une guerre, parce que c'était évident que ces jeunes qui étaient sur la place Maïdan, qui étaient payés ou qui étaient poussés par des associations, payés par la NED, payés par USAID, payés par Soros. Hein. Soros est présent en Ukraine depuis la République socialiste soviétique d'Ukraine. Hein. Et Soros était déjà là, avant 1991. Bref, toutes ces associations qui sont descendues dans la rue ont évidemment participé à une campagne américaine. De nouveau, Tulsi Gabbard, qui est le chef du renseignement américain aujourd'hui, ne le dit pas plus autre chose que ce que je vous dis là. C'est quelque chose qui est connu, John Mersheimer le dit également, grand professeur américain, c'était su. Mais, de nouveau, les médias parlaient de la liberté, parlaient de la démocratie, de ce méchant Yanukovych. Il ne disait pas ça 15 jours avant, quand Yanukovych était prêt à signer le partenariat avec l'Union européenne. Ce n'était pas un despote, ce n'était pas un dictateur. Hein. 15 jours avant, mais en 15 jours, tout a changé. Et puis évidemment, il y a Bernard-Henri Lévy qui est allé sur place. Donc là, on ne pouvait plus dire grand-chose, que c'était le prix Nobel de la mort. Donc là, c'était quelque chose ça clouait le cercueil de l'Ukraine. À partir du moment où il était là, c'était sûr que ça allait mal se terminer. Il y a une guerre civile, évidemment, qui s'est ensuivie, dont on ne parle pas, guerre civile entre Ukrainiens. Donc je parle Ukrainiens habitants de l'Ukraine entre Ukrainiens, parce que les habitants du Donbass, comme le disait Irina tout à l'heure, et une partie d'oblast, de régions de l'Est et du sud de l'Ukraine, avaient très bien compris ce qui était en train de se passer. Ils ont dit, puisque vous avez pris le pouvoir par la force à Kiev, nous, on va prendre le pouvoir nous-mêmes de nos régions. Il y avait la volonté de discuter, il y avait les accords de Minsk, on en parlera peut-être dans quelques instants, mais moi, je voulais aller sur place, parce que du coup, j'avais commencé à alerter au moment où c'était en train de se passer, dans les papiers que j'écrivais, dans mes interventions, en disant, attention, on est sur le pas de porte de la Russie, c'est pas la Yougoslavie, c'est pas la Serbie. Et donc, on n'avait pas réussi, évidemment, là, les médias, de nouveau, ne voulaient pas entendre de voix contradictoires. Et en 2014, donc la guerre éclate, la Crimée, elle, vote par référendum pour se rattacher à la Russie, et il y a une guerre qui éclate au Donbass. J'y vais en 2014, je suis allé vraiment la fleur au fusil, c'est le cas de le dire. Ce que je voulais, c'était faire la même chose qu'au Kosovo. Je voulais aller sur place, je voulais comprendre. Est-ce que ces personnes des régions de l'Est et du Sud sont vraiment pro-russes, ou est-ce que c'est des russophones, mais est-ce qu'ils veulent se rapprocher de Kiev, mais qui veulent renégocier avec Kiev, qui veulent leur indépendance, qu'est-ce qu'elles veulent? Donc je pense que c'est en allant sur place qu'on comprend. Donc je suis arrivé sur place et j'ai rencontré une association d'Ukrainiens de France, et donc c'est comme ça que je suis allé avec une Ukrainienne qui était de Mariupol, une Grecque, parce que c'est toujours plus compliqué la situation qu'on croit, c'est pas juste noir et blanc. Elle était d'origine grecque de Mariupol, grecque et russophone. On est allé sur place, on a rejoint des personnes, et tout ça s'est fait par Internet. Hein. Donc vraiment, et j'ai été sur la ligne de front à Pervomaïsk, où c'était vraiment la guerre. Alors on entendait j'étais dans une cité avec des immeubles éventrés, avec des personnes qui habitaient dans des sous-sols,
Ils se battaient dans le quartier d'à côté, on entendait les tirs de mitraillette, hein, donc c'est vraiment du combat au corps à corps, on était juste à côté, mais là même, on est allé apporter, ce que j'avais fait, c'est qu'on avait apporté de la nourriture et des vêtements. Je suis rentré en France, j'ai dit, bah, écoutez, je reviens de la guerre, j'ai vu des choses dont vos reporters ne parlent pas, est-ce que quelqu'un veut en parler? Personne. Tout le monde s'en fiche. En 2017, je fais venir, donc je dis, là on est 3 ans plus tard, et déjà à ce moment-là, 10 000 morts, plus de 30 000 blessés, quasiment 1 million de réfugiés. Donc les réfugiés, c'est vachement important en Europe, il faut parler des réfugiés. Mais on ne parlait pas des réfugiés du Donbass. 1 million de réfugiés, et le plus grand pays d'accueil de ces réfugiés, c'est la Russie. Et c'est les chiffres de l'ONU. Ce n'est même pas des chiffres de Moscou. Mais personne ne veut en parler. Donc j'ai dit, puisque personne ne veut parler de la guerre au Donbass, je vais faire venir la guerre du Donbass à Paris. Pas en province, hein, à Paris, c'est important. Et j'ai fait venir donc du coup une maman et son fils, Andrei, qui s'était pris un éclat d'obus par un tir ukrainien de l'armée ukrainienne. Il s'est pris dans le dos, il était paralysé de la ceinture jusqu'aux pieds. Je l'ai fait venir à Paris, j'ai fait une conférence de presse. Il y a eu plusieurs journalistes qui sont venus, peu de journalistes des médias, on va dire, dominants. Il y en a quelques-uns, et beaucoup de médias alternatifs. Les médias alternatifs, on en parlait. Et là, aujourd'hui, il y avait TV Liberté, je leur rends hommage, parce qu'à l'époque, ce n'était pas un sujet que peu de personnes suivaient. Ils ont fait un plateau télévisé avec la maman, avec cet enfant, pour expliquer. L'objectif, c'était d'essayer de sensibiliser les personnes pour qu'on mette fin à la guerre. Quand même, 10 000 morts, c'est pas rien. En Europe, personne n'en parle. Personne n'a voulu en parler. Et j'avais parlé ensuite à des journalistes qui venaient des médias dominants, et je dis, mais c'est quand même grave, 10 000 morts, 1 million de réfugiés, 30 000 blessés, tu vois bien que ça va continuer. Pourquoi est-ce que tu n'as pas écrit un papier? Il dit, mais moi, j'étais prêt à écrire un papier, mais ma rédaction dit non. Et ça confirme tout ce que mon expérience du terrain avec ceux qui ont été sur place, qui apportent des informations. Et à l'époque, tout ce que je disais, j'ai rendu hommage à TV Liberté, mais également au dialogue franco-russe, parce qu'on avait fait une conférence à Paris avec 2 députés. Il y avait Nicolas Duic, je pense, qui était LR à l'époque. Et malgré ça, la presse ne voulait pas en parler parce que les rédactions ne voulaient pas en parler. En gros, j'avais la confirmation de ce que j'avais déjà vu au Kosovo et en Serbie, dans les ex-guerres de la Yougoslavie, c'est que nos médias sont conditionnés. Et je vous invite à lire le bilan annuel du monde diplomatique de l'Acrimed pour savoir à qui appartient la plupart de ces médias dominants. Et ce n'est pas compliqué de comprendre pourquoi ces médias qui sont aux mains d'une trentaine d'oligarques en France ou de familles ou de l'État ont des intérêts stratégiques à ce qu'on ne parle pas de tout ce qui se passe dans ces guerres, parce qu'évidemment, les guerres rapportent beaucoup d'argent à des personnes qui ont déjà beaucoup d'argent. Donc ça, c'était quelque chose qui avait été confirmé et ça m'a de nouveau inquiété. J'ai fait venir 2 ans plus tard des responsables politiques. Je dis les journalistes ne vont pas s'en occuper, mais peut-être que des responsables politiques vont en parler un peu. Donc j'ai fait venir des élus. J'ai fait venir des élus du Rassemblement national, des Républicains, de la France insoumise. Je les ai fait venir au Donbass. J'aurais montré la ligne de front. J'aurais montré. Donc à chaque fois que je vais au Donbass, j'emmène une mission humanitaire pour aider les personnes qui vivent difficilement. C'est dur la guerre, c'est dur d'avoir des médicaments, c'est dur de se nourrir. Même s'ils ont une meilleure organisation aujourd'hui, c'est quand même extrêmement difficile. Et on aide les plus faibles, les enfants et les personnes âgées. Et sur la ligne de front, les personnes âgées ne veulent pas quitter leur maison. C'est comme ça. Ils ont dit, j'étais là toute ma vie. J'ai rencontré des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale qui ont dit, mais je ne quitterai pas ma maison. Je me suis battu contre les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, je suis encore là aujourd'hui et ce n'est pas des néo-nazis qui vont me chasser. Et donc on est sur la ligne, il y a des bombardements et eux ils sont en train de planter des choux, des fleurs, c'est vraiment un autre monde. Et ça on ne le voit jamais dans les médias. Il y avait forcément ce côté manichéen et j'ai montré ça à ces élus. J'ai dit mais ramenez ça dans vos partis, agissez, l'Europe c'est la paix, non? Donc pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Oui, ça c'est un truc qui ne va pas dans la phrase. Hein. Donc, ouais. Là, on sait maintenant ce qu'elle n'est pas. Donc là, dites quelque chose. Et pareil, dans les appareils, dès qu'ils retournaient, ils en parlaient un peu, mais personne ne se saisissait de ce sujet. Et tous étaient pourtant d'accord pour dire qu'on avait des accords de Minsk II, dont la France était médiatrice, c'est-à-dire qu'on avait un rôle là-dedans. On avait mis tout le monde autour de la table, les indépendantistes, Kiev,
la Russie, la France et l'Allemagne étaient médiateurs dans cette relation, et on n'a rien fait pour encourager les belligérants à mettre en place ces accords, et notamment Kiev. Paris avait le rôle de dire à Zelensky, qui avait été élu pour la paix, de nouveau, de mettre en place ces accords. C'était pourtant dans l'intérêt de tout le monde. Il y avait un accord, et je rappelle que dans ces accords de Minsk II, ce qui restait, enfin, les parties des oblasts de Lugansk et de Donetsk feraient partie de l'Ukraine aujourd'hui. Feraient partie de l'Ukraine aujourd'hui. C'était ce qu'il y avait dans les accords de Minsk II. Et pourtant, ni Macron ni Merkel n'ont fait ce qu'il fallait, Hollande à l'époque, pardon, et Macron par la suite n'ont fait ce qu'il fallait pour que ces accords soient respectés. Et on le sait maintenant, puisque Merkel et Hollande l'ont avoué, que eux, leur objectif n'était pas la paix. Ils n'en avaient rien à faire de ces migrants. Ils n'avaient rien à faire des morts, des blessés, des petits garçons qui ne pouvaient plus marcher parce qu'ils avaient des éclats d'obus de l'armée ukrainienne dans le dos. Ils avaient dit, on l'a laissé, on n'a pas poussé ces accords, on ne les a pas mis en place pour gagner du temps, pour former l'armée ukrainienne à la guerre contre la Russie. Et on le sait ça, on le sait. Donc, je continue à faire l'émission. Alors, je suis complètement désillusionné sur les médias dominants, vous imaginez bien, parce que je sais comment ça marche maintenant. Et en revanche, je me réjouis de savoir qu'on a encore beaucoup de médias alternatifs. Donc, du coup, vraiment, il faut qu'on se batte là-dessus, parce que le jour où on aura plus, si un jour ils nous le retirent, il va falloir qu'on ait un plan B rapidement, parce que de plus en plus de personnes commencent à comprendre comment ça se passe. Parce que ce qu'on disait il y a 20 ans, 30 ans, pendant les guerres de Yougoslavie, je peux vous dire que beaucoup de personnes disaient « Ah ouais, je ne sais pas ». Là, maintenant, c'est de plus en plus difficile de cacher la vérité sous le tapis. La vérité sort. Donc, je pense que c'est important. Donc, en effet, ceux qui regardent la vidéo en ce moment, mettez des pouces, soutenez la chaîne d'Irina, et vous tous qui êtes là, et je suis sûr que vous le faites déjà, mais partagez les vidéos, mettez des pouces là pour que le référencement augmente, mais c'est important qu'avec ces médias, on puisse détruire cette espèce de politiquement correct et qui est meurtrier. Parce que ce n'est pas juste du politiquement correct, c'est du politiquement correct qui mène à la guerre. Et là, maintenant, on a des fous furieux au-dessus de nous qui veulent nous lancer dans cette guerre. Donc, ce que je disais déjà il y a 15 ans est d'autant plus vrai aujourd'hui, parce que ce qu'on disait avec mon association, c'est que si on n'arrête pas ce qui se passe au Donbass, un jour, on va aller se battre. Et qui, aujourd'hui, a envie de mourir pour Kramatorsk, pour Odessa? Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de Français qui sont prêts à le faire. Or, pourtant, c'est le chemin qu'on prend. On veut emprunter 800 milliards. 800 milliards. On n'avait pas 800 milliards d'euros contre la pauvreté. On n'a pas 800 milliards pour la recherche et le développement, pour la sécurité, pour l'éducation, pour les hôpitaux, pour les retraités, pour les paysans. On n'a pas 800 milliards. Pour défendre nos frontières, on n'a pas 800 milliards. Pour aller défendre les frontières de Zelensky, on les a. Mais normalement, rien que ça devrait alerter tout le monde. On ne peut pas aller sur cette route de la guerre. Et ne vous dites pas que ce n'est pas possible. Je l'ai vu moi-même en ex-Yougoslavie. Des amis, des voisins, du jour au lendemain, quand les armes arrivent, quand vous avez des puissances qui poussent les gens, vous pouvez tout de suite tomber dans la guerre. Donc, ne pensez pas que c'est impossible, que c'est une chimère, que ça sera les autres. On va peut-être envoyer quelques militaires français, mais ce n'est pas grave. De toute manière, ils voulaient être militaires. Voilà. Nous, aujourd'hui, on peut être impliqués. Et on voit déjà les répercussions de cette guerre dans nos vies de tous les jours, avec l'inflation, en particulier à ça, pas que, hein, mais l'inflation, la tension qu'il y a au niveau international. Et donc, il est important qu'on soit tous militants pour la paix. Je vais terminer juste sur une petite note, avant de passer la main à Claude, une petite note sur la situation géopolitique. Donc, moi, je regrette que, évidemment, dans ces médias dominants, et pareil, on peut toujours aussi demander à ces élus et aux journalistes, écrire aux chaînes en disant « on veut une autre voie, on veut de la contradiction, on veut que vous nous preniez pour des adultes et qu'on se fasse nous-mêmes notre propre opinion sur ce qui se passe sur le terrain, et on veut des gens de terrain. » Je ferme la parenthèse là-dessus. On a aujourd'hui une situation qui est historique, parce que les États-Unis ont, c'est ce que j'explique dans mon livre sur l'American Empire, depuis quasiment les origines, construit un empire. Ils ont vraiment construit un empire, et notamment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et 1991, on a à la tête dans les administrations américaines on ne va pas dire une élite, une caste, et qui a été formatée sur cette idée que le monde est un projet américain. Et ça remonte aux racines
des États-Unis. Ce n'est pas une pensée qui est nouvelle. Le monde des États-Unis, c'est le nouveau monde, c'est la cité sur la colline, pour reprendre l'expression biblique qui avait été reprise par le premier gouverneur du Massachusetts, John Winthrop. Cette politique, c'est Madeleine Albright qui disait qu'on est le pays indispensable. Vous avez plusieurs générations de personnes qui pensent que les États-Unis doivent gérer les histoires, la politique du monde. Les Américains ont poussé toute cette politique mondialiste, c'est-à-dire qu'à partir des années 80, et moi je pense avant, mais à partir des années 80, Christopher Lasch, un Américain, lui, identifie que l'élite, ce qu'on appelle l'élite américaine, les puissances, la puissance de l'argent, a débrayé la gestion du pays du reste du pays, c'est-à-dire des classes moyennes et des classes pauvres. Et on a le même phénomène en France et dans le reste du monde occidental, c'est-à-dire qu'il y avait toujours, Emmanuel Todt en parle très bien, il y avait toujours un peu des valeurs chrétiennes protestantes aux États-Unis, mais globalement, oui, il y avait une oligarchie. Très rapidement, dès la fin du XVIIIe siècle, c'était déjà une oligarchie qui dirigeait les États-Unis, mais il y avait des valeurs chrétiennes, il y avait un ruissellement. Donc les Américains faisaient des guerres à l'étranger, ils renversaient des régimes, et globalement, l'Américain, il en tirait un bénéfice parce qu'il pouvait acheter une voiture, puis 2 voitures, puis un frigo, puis 4 frigos, et puis 2 voitures, et c'était la société de consommation. Sauf qu'au bout d'un moment, ces oligarques ont dit « Oh, pourquoi est-ce qu'on ferait ruisseler, on va gagner l'argent, on va garder l'argent pour nous ». Donc ça, c'est un phénomène qui a traversé l'ensemble du monde occidental, et l'Empire américain est devenu trop grand. Ils étaient trop gourmands, ces mondialistes. Ils sont arrivés dans ce que Paul Kennedy a dénoncé, lui, dès la fin des années 80. Paul Kennedy, c'est un Britannique, c'est un des plus grands historiens des États-Unis. Il dit « Attention à la surextension impériale. Tous les empires pêchent parce qu'au bout d'un moment, ils sont trop gourmands et ils tombent. » Et les États-Unis, avec 800 bases dans le monde, avec des politiques d'ingérence partout, avec ne serait-ce que la NED, on en a entendu en parler il y a encore quelques semaines, avec 50 milliards de dollars de budget, vous pouvez imaginer ce que vous pouvez faire avec 50 milliards, c'est plus que le budget militaire de la France dans le monde entier, et ça, c'est qu'une seule agence. Donc toute cette politique-là a mené les États-Unis dans le monde entier, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a dans le monde multipolaire qui est en train d'émerger, des nations qui n'ont pas voulu se soumettre, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, comme plein d'autres pays. La Serbie essaye de résister tant bien que mal. La Hongrie, donc ce ne sont pas que des pays du Sud, ne veulent pas être soumis à cette réingénierie sociale, ce qu'on pourrait appeler le wokisme, le cancel culture, et ne veulent pas être soumis à un pays qui dit quelles sont les règles qu'ils doivent suivre, qu'est-ce qu'ils doivent acheter, qu'est-ce qu'ils doivent vendre, et accepter qu'ils soient surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous avez un axe de la résistance qui a commencé, qui était, on va dire, embryonnaire, mais qui a commencé à s'organiser, et ça fragilise les États-Unis, notamment l'usage du dollar et la politique américaine, et en même temps, les Américains, qui n'étaient pas des grands fans de géopolitique, qui ne savaient même pas où se trouvait le Vietnam, ni Cuba, et encore moins Kramatorsk, eux ne bénéficient plus du ruissellement. Les États-Unis vont très très mal aujourd'hui. C'est un pays qui vit sur plus de 35 000 milliards de dollars de dette. C'est un pays qui a même un déficit commercial. C'est un pays où le taux de suicide depuis le début du siècle n'a cessé d'augmenter, où 40% de la population est obèse, où 2% de la population est emprisonnée ou sur contrôle judiciaire. Donc c'est un pays qui est extrêmement malade, qui est fragilisé, et les classes moyennes et populaires ont voté Trump. Alors Trump, c'est un oligarque, c'est un ancien démocrate, mais il a compris la voix du peuple et il a réussi, j'en parle un petit peu là, à la fin du livre, il a réussi, alors je vais faire attention sur ce que je dis, parce que je ne donne pas un chèque en blanc à Trump, mais il a compris que les États-Unis ne pouvaient plus continuer ce modèle-là, sinon les États-Unis allaient s'effondrer, ou alors tout ça allait se terminer dans une terrible guerre. Et aujourd'hui, il est arrivé avec une équipe qui est beaucoup plus robuste, beaucoup plus sûre, qui va lui être plus fidèle qu'en 2017, où lui-même, je pense, était certain qu'il était l'homme le plus puissant du monde. Il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, qu'aujourd'hui, l'administration américaine était plus puissante que lui, que la justice américaine était plus puissante que lui, que les médias américains étaient plus puissants que lui, et il a dû lutter contre eux. Et il a cessé de parler lors de sa campagne de son plus grand ennemi, qui n'était pas Poutine, qui n'est pas Xi Jinping, qui était « the enemy within », l'ennemi de l'intérieur. Donc il arrive avec une équipe en place, et on va voir ce qu'il est capable de faire. On va voir, ça ne va pas être facile, parce que les mondialistes ne vont pas dire « Ah, flûte, on a perdu, bah, tenez, prenez le relais, bonne chance ».
Ça ne va pas se passer comme ça. Ils lui ont mis des bâtons dans les roues, sauf que là, maintenant, il est plus équipé pour faire ça. Et il a mis des personnes très intéressantes dans son gouvernement. J'ai parlé de Gabbard, il y a également Kennedy, même quelqu'un comme Marco Rubio, qui est pourtant du camp de néoconservateurs, reconnaît que nous sommes dans un monde multipolaire. Ce monde est un mode tabou chez les néoconservateurs. Il n'y a pas de monde multipolaire. Le monde est unipolaire, c'est les États-Unis, et c'est les États-Unis qui dictent au reste du monde, avec les outils qui ont été mis en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec leur dollar, comment ça doit se passer. Alors tout ça enrobé de droits de l'homme, de démocratie, de tout ça, mais il le reconnaît. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et ce que veut faire Trump, ça, c'est certain, c'est qu'il veut négocier un nouveau partage du monde avec les grandes puissances. Donc le but de Trump, c'est de négocier, c'est pour ça qu'il négocie. L'Ukraine, c'est juste un élément de la négociation entre Poutine et Trump. Ils vont négocier les armes, ils vont négocier le nucléaire, ils vont négocier des zones d'influence à travers le monde, ils vont discuter les voies navigables, l'Antarctique, ils vont discuter de plein de sujets. C'est pour ça que c'était impossible que cela puisse arriver en 24 heures. Quand Trump a dit qu'il allait régler ça en 24 heures, j'ai dit « wow, c'est bonne chance parce que c'est impossible, ça va prendre du temps, mais il a la volonté de négocier. » Biden, même en début avant même qu'il soit, avant même 2022, Biden avait traité Poutine d'assassin. Donc, si vous voulez, pour négocier, c'était un peu compliqué. Donc, et c'était la politique des atlantistes. Là, Trump, il veut négocier. Et il va négocier avec les Chinois. Est-ce qu'il va y arriver? On ne sait pas. Mais ce qu'il sait, c'est que pour que l'Amérique soit de nouveau puissante, il faut qu'elle soit plus petite. C'est ça. C'est qu'il faut que l'Amérique ne peut pas continuer à avoir ses 700 bases, ça coûte trop cher, et les Américains n'en bénéficient pas. En revanche, si on redécoupe le monde avec une zone d'influence des Amériques, je pense que ce qu'il veut, le Groenland, bon, rappelons-le, ça fait partie de l'Amérique du Nord. De l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, si on lâche un peu les Américains, peut-être que lui, il fermera les yeux au débat sur ce qui se passe en Eurasie, ou en tout cas entre l'Asie et la Chine. S'ils se mettent d'accord, sachant que le grand rival de Trump, c'est la Chine, c'est pas la Russie, parce que les Chinois sont en train de se développer. Ils ont leurs problèmes aussi de natalité, d'endettement, mais ils sont en train de se développer. Donc Trump sait qu'il a plutôt intérêt à négocier. Il a intérêt à négocier pour éviter la guerre, parce que la guerre, c'est impopulaire, ça coûte extrêmement cher. Et la guerre avec des puissances nucléaires, on n'a pas encore testé, mais il y a de fortes chances que ça se termine mal pour tout le monde. Donc il essaye de discuter, et c'est plutôt à son avantage. Et pour l'instant, Poutine répond positivement, il discute, il dialogue. Xi Jinping, là, de Pékin, on a entendu que peut-être Trump irait se rendre à Pékin pour discuter. Ça ne veut pas dire qu'ils y sont arrivés, c'est pour ça que je dis attention, mais le fait de vouloir dialoguer, c'est déjà la première des choses. C'est le premier pas vers la paix, c'est la discussion, c'est fondamental. Donc ça, c'est plutôt positif. Et nous, Européens, qui devrions nous dire « Ah, ok, enfin, le maître a dit, on pose les armes et on va négocier la paix », et au lieu de se dire c'est dans notre intérêt, parce que s'il y a une guerre qui éclate et qui dérape en dehors de l'Ukraine, les premiers concernés, ça va être nous. Hein. Ce n'est pas les habitants de Denver, de Santa Fe, de je ne sais pas quelle autre ville, de New York qui vont être concernés, c'est nous. Et nous, pourquoi? Parce qu'il y a une partie de cette caste atlantiste biberonnée à l'américanisme, biberonnés au think tank, les young leaders, ils sont allés faire leurs cours dans les universités américaines, ils ont été dans ces fameux think tanks américains en Europe et ailleurs, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les classes politiques. Ben nous, on pense qu'on va poursuivre le rêve mondialiste. On va le faire, le rêve mondialiste sans les Américains. Trump, de toute manière, dans 3 ans, dans 4 ans, il est parti. C'est un long moment à passer, mais on va garder le flambeau du mondialisme allumé, on va le faire ici. Et cette politique est suicidaire, complètement suicidaire pour les raisons que j'évoquais, parce que la guerre avec une puissance nucléaire, ça ne va pas bien se terminer, parce que la Russie, elle, aujourd'hui, elle est, je pense, gentille, parce que nous envoyons des armes qui servent à tuer des civils, qui servent à tuer des civils russes. On envoie des formateurs, des soldats sur place qui expliquent, on envoie de l'information qui explique comment utiliser ces munitions contre l'armée russe. Elle ne réplique pas avec des bombardements, alors que d'autres pays ou avec des responsables politiques avec la tête un peu moins froide l'auraient déjà fait. Donc il faut à tout prix comprendre ce grand jeu entre Trump, Xi Jinping et Poutine. Il faut comprendre pourquoi les grandes puissances se partagent le monde. Ça a toujours été comme ça. Mon grand regret, c'est que la France, on n'ait pas un président qui soit capable de se dire c'est le temps de faire renaître une France qui a envie d'être souveraine, une France qui a envie de défendre ses intérêts, qui a envie de défendre la paix,
et de faire des accords aussi bien avec la Russie qu'avec les États-Unis, qu'avec la Chine, qu'avec le Maroc, je ne sais pas quel autre pays, l'Argentine, quel que soit le pays, qu'on cherche à défendre nos propres intérêts et qu'on soit quand même d'accord que la voie, enfin, s'il y a une voie à suivre, c'est celle de la paix. Donc, je vous invite tous ce soir à être plus que jamais des militants fervents et pour la paix, contre la guerre. Je pense que c'est important. Et plus que jamais, on doit être les porte-voix et prévenir le concitoyen de ce chemin glissant qui peut nous mener à la guerre avec des fous furieux qui n'ont pas les moyens. Parce que je peux vous le dire, même avec 800 milliards d'euros d'investissement dans l'armée, on n'a pas des jeunes qui sont prêts à aller se battre, on n'est pas prêt pour ça, on ne parle pas la même langue, on ne peut pas se coordonner, tout ça c'est des vieux pieux, et si vous n'êtes pas encore convaincu par ça, je peux vous dire que ceux qui n'ont pas réussi la politique d'immigration, la politique de scolarité, la politique d'éducation, la politique de défense de nos retraites, la politique de défense de l'investissement, tous ces thèmes majeurs de l'Union européenne où elle a failli, pourquoi voulez-vous qu'elle réussisse demain avec la guerre, ce qu'elle a loupé avec la paix. Je vous remercie. Что же произошло в начале августа 2024 года? Украинская армия при активной поддержке западных союзников и спонсоров, преимущественно британцев, сформировала на границе с Россией мощную ударную группировку. Ее оснастили достаточно новым, преимущественно натовским вооружением. В большом количестве была собрана западная легкобронированная техника, американские «Хамви», «Макс Про», «Страйкер», немецкие БМП «Мардер» и тому подобное. Они нужны были в большом количестве, чтобы совершать стремительные рейды в тыловые районы России. Перебросили РСЗО, артиллерию, стратегические резервы живой силы, подготовленной западными инструкторами. Планом нападения и снабжением разведывательными данными тоже занимались натовские эксперты. В ночь на 6 августа под аккомпанемент мощнейшей артподготовки десятки тысяч украинских боевиков вместе с иностранными наемниками ринулись на территорию Курской области России. Она не входила тогда и не входит сейчас в зону специальной военной операции. Участок границы для прорыва был выбран в районе города Суджи и точь-в-точь совпадал с точкой пересечения границы, крупнейшим газопроводом, который качал газ из России в Восточную Европу через Украину. До этого времени ни одна из сторон конфликта существенные военные действия вести в этом районе не решалась, чтобы не разрушить и не взорвать крупнейший в Европе газопровод. К слову, на тот момент между Россией и Украиной все еще действовал договор о транзите газа, и ежесуточно через эту трубу прокачивалось по 40 миллионов кубометров голубого, но взрывоопасного топлива. ВСУ за 2 недели захватили примерно 1200 квадратных километров российской территории и около 30 населенных пунктов, продвинувшись вглубь от границы на 12 километров. Знаете, я постараюсь пояснить на фактах, что означает вести себя как люди в понимании господина Зеленского. Вторжение началось с нанесения целенаправленных ударов по ключевым гражданским сооружениям. Это были органы власти, социальные центры, мосты и узлы связи. Использовалось ракетное, артиллерийское и минометное вооружение. Начиная с первых же часов вторжения, украинские боевики стали перерезать пути эвакуации мирного населения. Дорога Суджа-Курск была заполнена разбитыми и горящими гражданскими автомобилями. Украинские военные, как в тире, из пушек и стрелкового оружия расстреливали беззащитные, забитые под завязку женщинами, стариками и детьми гражданские автомобили. Тела погибших мирных жителей еще недели потом лежали вдоль дорог и посадок. Всего неделю назад я сам был и в Курске, и в прифронтовой зоне. Жители из освобожденных российскими войсками территорий мне подробно рассказывали, что происходило потом, когда в населенные пункты зашли ВСУ и иностранные наемники. Магазины, офисы, частные дома подвергались тотальному разграблению. С территории Украины в поселки приезжали целые колонны автомобилей,
чтобы вывести награбленное имущество. Вывозили на территорию Украины все подряд. Автомобили и мотоциклы, холодильники и стиральные машины, бытовую технику, мебель и даже белье. А разграбив, поджигали целые улицы, уничтожая их до основания. Даже те, где оставалось еще мирное население. Его просто выгоняли на улицу, гнали в поле, в посадку, да в принципе куда угодно. А потом начались убийства. Начались расстрелы оставшихся на захваченной территории мирных. В первую очередь убивали мужчин, расстреливали, если заставали на улице, убивали, если находили в своих домах, увозили, если сталкивались вместе с семьями в подвалах, где они прятались. C'est vrai, quand on regarde cette vidéo, on ne peut qu'être saisi par la folie meurtrière derrière. Et vous savez, je ne suis pas allé dans le Donbass, mais je vais faire une petite aparté ici parce que les ruines que j'ai vues là, je les ai vues en Syrie. Je suis allé 2 fois en Syrie, une fois en 2021 et une fois en 2023. Et d'ailleurs, la fois où je suis allé en Syrie en 2021, il y a mon ami Katchatour ici, là, le caméraman qui était avec moi et qui faisait partie du voyage. Et figurez-vous que les ruines que vous avez vues là dans les vidéos, moi je les ai vues, nous les avons vues en Syrie. On a vu les dégâts de plus de 10 ans de guerre intense contre ce petit pays. Avec des morts, avec effectivement un peuple syrien qui est complètement affamé parce que 12 ans d'embargo voulu par les bons shérifs américains et par la coalition internationale, avec Israël au milieu, bien entendu. Et effectivement, quand vous arrivez dans un pays en guerre, tout d'un coup, ça prend une autre connotation. C'est-à-dire qu'effectivement, avec tous les films d'Hollywood, on a l'habitude de voir des immeubles qui s'effondrent et tout le monde se fait la guerre, et les bons cow-boys et les méchants indiens. Mais en réalité, quand on arrive dans un pays où il y a beaucoup de ruines, et très honnêtement, on a visité Alep. Alep était détruit à 75%. Vous voyez les immeubles complètement effondrés, à moitié effondrés. On voit encore les tirs de balles, etc., etc. Et quand on a discuté avec un soldat syrien à un moment donné, il nous a raconté un peu la guerre en Syrie. Et croyez-moi, les djihadistes, parce que ceux qui sont actuellement à la tête de la Syrie sont quand même des terroristes. Et évidemment, les médias mainstream nous les présentent comme des super bons libérateurs, des super démocrates. En réalité, ils sont en train de tuer les Alaouites et les chrétiens d'Orient, là. Hein. Et le soldat syrien, il nous a raconté ceci. Il nous a dit, ceux qu'on avait en face étaient drogués jusqu'à l'os avec du Captagon ou avec je ne sais trop quel autre produit chimique pourri. Ils étaient bardés de ceintures d'explosifs avec un gilet pare-balles et ils avaient le détonateur dans la main droite. Et ils avançaient. Avec pour mission de se faire exploser au sein des forces gouvernementales. Et le soldat syrien, il disait, il fallait qu'on le tue, mais il fallait qu'on lui vise la tête. Parce que tant qu'on ne visait pas la tête, le gars, il continuait d'avancer. Et il nous a dit, c'est la chose la plus horrible qu'il ait eu à faire au niveau des combats. Parce que c'est même plus de la guerre, je ne sais même pas comment on peut qualifier ça, voyez-vous. Voilà, je voulais vous faire part de cela, parce que quand j'ai vu ces ruines et quand je vois ce massacre et cette guerre insensée, à chaque fois, bon bref, j'ai une certaine émotion qui monte, d'autant plus avec effectivement ce que nous avons vu en Syrie. Alors après, les responsables, effectivement, Nicolas vous a parlé effectivement de toute son œuvre humanitaire et de son combat, et je respecte, c'est bravo, force et respect pour avoir effectivement joué les boucliers humains, parce que ça, franchement, il faut avoir beaucoup de courage pour faire ça. Après, maintenant, qui sont les véritables responsables? Et c'est là où ça devient utile de le mentionner et utile d'enquêter. En réalité, le problème, depuis 30 ou 40 ans, nous sommes confrontés à des monstruosités financières.
Les monstruosités financières, vous les connaissez, vous en avez entendu parler. Il s'agit, le numéro 1, c'est BlackRock. Le numéro 2, c'est Vanguard. Et le numéro 3, c'est State Street. Alors BlackRock, rapidement, gère aujourd'hui 10 000 milliards d'actifs, fonds de gestion. Ils sont donc actionnaires de toutes les grandes entreprises occidentales, quelques-unes chinoises aussi. Bien entendu, ils ont envahi le Japon, ils ont envahi les pays du Commonwealth, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Ils ont donc des pourcentages dans toutes les grandes entreprises, y compris, bien entendu, les laboratoires pharmaceutiques et y compris, bien entendu, les usines d'armement, les complexes militaro-industriels américains, mais pas que. Le complexe militaro aussi industriel français. Puisque je rappelle quand même ici que la France, il n'y a pas de quoi jouer effectivement les fanfarons, nous sommes le 2e pays fabricant et vendeur d'armes au monde, juste derrière les États-Unis d'Amérique. Quand même. BlackRock, c'est 5000 ordinateurs branchés en réseau. Avec un nom de code, c'est un super logiciel qui s'appelle Aladdin. C'est un acronyme. Ça veut dire asset, liability, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet acronyme, ils ont réussi à le faire coller avec la légende merveilleuse. Vous vous souvenez tous du... Vous savez, le fils du tailleur Mustapha qui frotte sa lampe à huile et qui fait apparaître un super génie et qui va exaucer tous ses désirs. C'est malin de la part de BlackRock parce que quand BlackRock parle d'Aladin, ah ben dans le subconscient collectif, Aladin c'est bien, ça colle avec une légende merveilleuse. En réalité, ces 5000 ordinateurs branchés en réseau font la pluie et le beau temps sur les bourses internationales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a la moindre hausse, ils engrangent des millions de dollars et dès qu'il y a la moindre baisse, évidemment, ces super ordinateurs se retirent. Ce qui fait qu'à l'heure où je vous parle, BlackRock emmagasine des millions et des millions et des millions de dollars. Alors, BlackRock contrôle donc tous les médias américains, il faut le savoir. BlackRock contrôle quasiment tous les médias occidentaux, il faut le savoir aussi. BlackRock contrôle toutes les usines d'armement. Alors après, je me suis intéressé au numéro 2, Vanguard. Je vous parle de BlackRock parce que BlackRock, entre parenthèses, est quasiment propriétaire aujourd'hui de toutes les terres agricoles de l'Ukraine. C'est intéressant. Puisque Zelensky a signé lui-même un mémorandum en novembre 2022 de mémoire avec le président de BlackRock, Larry Fink, pour aider plus tard à la reconstruction de l'Ukraine. Mais déjà, BlackRock est quasiment omniprésente sur toutes les terres agricoles. Le numéro 2, Vanguard, est très intéressant, encore plus intéressant, parce que Vanguard pèse aujourd'hui 9000 milliards d'actifs, ce qui n'est quand même pas rien. Et je me suis intéressé à Vanguard parce que je me suis dit, tiens, c'est étrange, Vanguard, avec les milliards d'actifs qu'il brasse, n'est pas coté en bourse. Et je me suis dit, là, c'est quand même c'est quand même étrange. Et c'est étrange pourquoi? Parce que personne ne peut rentrer dans le capital de Vanguard. Vous ne pouvez pas acheter une action de Vanguard. Et je me suis dit, mais qui a créé cette monstruosité? Et là, on redescend dans les années 70-75. Et à force d'enquête, à force de recouper un peu les informations, etc., tout ce que je vous raconte là, ce sont des informations vérifiées, sourcées, documentées. Eh bien, j'ai fini par découvrir que Vanguard a été fondé par les 13 grandes familles les plus riches au monde. Et vous en connaissez au moins 2. Si je vous parle de Rothschild et de Rockefeller, je pense que je ne vais pas vous faire un dessin, vous les connaissez tous. D'ailleurs, la fondation Rothschild est très présente d'ailleurs en Ukraine aussi pour la reconstruction. Mais ça, vous n'en avez jamais entendu parler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc Rothschild, Rockefeller, il y a Morgan Sachs, il y a la famille royale d'Angleterre, non pas qu'elle soit immensément riche, mais il y a la City de Londres à côté, c'est le carnet d'adresse. Et comme la City de Londres à côté est présente, donc à côté du roi anglais, il y a bien entendu une correspondance avec Wall Street. Et après, vous avez la famille Bush, parce que récemment coopté, parce qu'ils se cooptent entre eux, ces 13 familles se cooptent entre eux. Alors évidemment, vous n'en entendez jamais parler parce que presque vous les mettez, ils décollent les papiers peints, c'est-à-dire vous les mettez dans une pièce, sont invisibles. Vous n'entendez jamais parler de Dupont de Nemours et pourtant ils font partie de ces 13 familles. Vous n'entendez jamais parler de Vanderbilt et pourtant ils font partie de ces 13 familles. Vous voyez un peu. Donc ce sont ces 13 grandes familles. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que comme ils ne sont pas cotés en bourse, ils sont intouchables. En revanche,
Vanguard est actionnaire de BlackRock. En revanche, Vanguard est actionnaire de tous les complexes militaro-industriels. États-uniens, bien entendu, mais aussi européens. Autrement dit, la guerre est bonne pour les affaires. Eh oui, parce que malheureusement, tout ce que l'on peut constater, toutes ces destructions, etc., ça fait la joie des marchands de canons. Mais vraiment, ça fait la joie des marchés de canons. Et c'est ça l'énorme problème. Alors l'Ukraine, au milieu de tout cela, malheureusement, c'est une question de pouvoir, c'est une question d'étendre l'hégémonie du dieu dollar, c'est une question aussi de conserver absolument envers et contre tout l'hégémonie, effectivement, comme je viens de le dire, du dieu dollar. Parce que vous savez, le monde des BRICS, le monde multipolaire qui est en train de naître, et ça c'est un bien, mais pour l'instant, le monde multipolaire font des échanges entre les pays en roubles ou en yuan, certes, mais les échanges internationaux continuent à se faire en dollars. Donc de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors effectivement, le point intéressant ici, c'est que Donald Trump a vraiment envie de signer la paix avec la Russie, puisque de toute façon, il ne faut quand même pas oublier que Donald Trump est un businessman. Alors en tant que businessman, lui, il va continuer à vendre des armes. Ça, c'est d'une évidence absolue. Il ne va pas arrêter le complexe militaro-industriel américain de tourner à plein régime. Donc il ira vendre les armes. Mais en revanche, il va se dire, bon allez, on va arrêter la guerre, effectivement, en Ukraine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été complètement voulu noyauter par cette oligarchie financière mondiale qui veut absolument de toute façon, parce que le grand plan des anglo-saxons, et moi j'aime bien englober, quand je parle des anglo-saxons, j'aime bien englober les Anglais. Parce que certes, les Américains, on voit, ils ont la meilleure flotte du monde, l'armée la plus puissante du monde, mais la perfide Albion, l'Angleterre, est omniprésente, mais vraiment omniprésente. Quand on voit Boris Johnson qui a été rendre visite à Volodymyr Zelensky quelques mois après le lancement de l'opération spéciale par le président Poutine, et que Volodymyr Zelensky voulait signer la paix, et que Boris Johnson est allé le voir, a déchiré les contrats de paix, le contrat de paix, il dit « c'est hors de question, tu vas continuer la guerre, mon ami ». Volodymyr Zelensky, en tant que pion malléable, évidemment qu'il va continuer la guerre. On a Ursula, Boris Keir Starmer, Friedrich Merz, parce que, attention, celui qui vient d'être élu, le chancelier allemand, il a quand même été PDG de BlackRock Allemagne en 2009. Oh, tiens, ça c'est très intéressant, ça c'est très curieux quand même. Et nous avons bien entendu le président français Emmanuel Macron. Mais vous savez, leur but derrière, le but qui est non affiché, mais qu'on peut analyser, c'est qu'en réalité, ils sont en train de mettre en œuvre une Europe supranationale, c'est-à-dire un État fédéral européen. C'est pour ça qu'ils sont complètement fous et qu'ils veulent nous emmener dans une guerre qui, en réalité, n'aura pas lieu. Mais attention, ils sont tous en train de développer effectivement les 800 milliards d'euros qui viennent de débloquer. C'est pour nous imposer un État européen dictatorial. C'est pour nous imposer une armée de mercenaires, c'est recruter des mercenaires qui vont être très bien payés et qui vont être des mercenaires du style Bataillon Azov ou Bravi Actor. Ça, c'est évident, c'est ça qui nous pend au nez. Et c'est ça qui va arriver dans les 5 ans si rien ne change. Alors je fais peut-être office d'oiseau de mauvais augure, j'en suis navré, mais il faut regarder les choses en face. Ce qui se passe en Roumanie, là, ce qui vient de se passer hier, mais c'est inconcevable. C'est-à-dire que Călin Georgescu a été interdit par le Conseil constitutionnel roumain de se présenter aux élections présidentielles. Non mais,
Je ne sais pas, mais c'est quand même incroyable, c'est inconcevable. C'est un pays démocratique ou c'est une dictature? Eh bien, c'est une dictature. Alors, je pense que le peuple roumain est en train sérieusement de monter au créneau. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais il faut, ça encore, il y a l'OTAN derrière. Et qui est derrière l'OTAN? Eh bien, ceux que j'ai cités, c'est BlackRock Vanguard. Parce que vous savez, en juin 2022, ce que vous ne savez peut-être pas, à l'époque, le secrétaire de l'OTAN, Johann Stoltenberg, eh bien, il a créé un ETF. Alors là, je vais m'expliquer un peu sur ce que c'est qu'un ETF. Un ETF, c'est un produit financier qui s'appelle un Extra Trader Fund. Mais n'importe quel État, n'importe quelle institution privée ou publique peut créer un ETF. C'est-à-dire que l'État français a créé des ETF. Les ETF sont suivent le cours indiciel de la bourse, de n'importe quelle bourse. Si c'est un ETF français, il va suivre effectivement le cours du CAC 40. Si c'est un ETF allemand, il va suivre le cours du DAX, etc., etc. Maintenant, Stoltenberg, intéressant, il a créé un ETF de l'OTAN en juin 2022 pour financer, je vous le donne en mille, la guerre en Ukraine. Ce qui veut dire que quand il y a un tas de gens qui payent, beaucoup de gens, et vous-même, je pense que vous ne le savez pas, qu'une partie de vos impôts partent sans que vous le sachiez dans un ETF, et à un moment donné, ça va financer aussi une partie de la guerre en Ukraine. C'est intéressant quand même. Hein. Et vous voyez, on en arrive toujours à l'argent. C'est-à-dire, moi quand j'enquête, et j'enquête quand même beaucoup, ça fait 20 ans que j'écris, des billets d'humeur au début beaucoup, et puis j'ai commencé à écrire des livres avec mon ami Jean-Louis Zambert. On a sorti 2020 Le virus et le président. Ensuite, on a sorti un livre sur le Covid, etc. etc. Mais ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois qu'on enquête, lui et moi, ou que j'enquête, de toute façon, je cherche toujours où va l'argent et à qui ça profite, à qui profite le crime. Et on en arrive toujours à cette espèce d'oligarchie financière mondiale anglo-saxonne qui, eux, comme je vous ai dit, vous n'en entendez jamais parler. Des 13 familles, vous n'en entendez jamais parler. En revanche, ils ont des valets ultra-friqués qui font le boulot à leur place. Et les valets ultra-friqués, je pense que vous les connaissiez tous. Vous avez Bill Gates d'un côté qui aime bien tout ce qui est santé et puis plantes. Vous savez, il a racheté il y a 15 ans en arrière une île au large de Svalbard, là-bas où il entrepose toutes les semences du monde entier. Non pas pour les faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça je vous rassure du tout, c'est pas son but. Mais au contraire, pour faire en sorte que ces plantes deviennent OGM et des variétés hybrides et de façon effectivement à les vendre et à les breveter. À côté, vous avez George Soros. Vous savez, alors lui, c'est l'Open Society. Lui, c'est le spécialiste des coups tordus. C'est lui qui a déstabilisé tous les États du Proche-Orient quasiment pour en faire, soi-disant, des démocraties. Ah, fabuleux, les printemps arabes, eh ben, c'est George Soros derrière. Et après, vous avez les GAFAM. En réalité, tout est contrôlé par les GAFAM, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon, etc. Mais ils sont sous la coupe, effectivement, de cette oligarchie financière mondiale apatride. Vous savez, on nous a toujours présenté Google comme ceux qui ont inventé Google, ou même Zuckerberg, ou même Bezos, celui qui a fondé Amazon. On nous les a toujours présentés, vous savez, la légende urbaine, on nous a toujours dit « Oh oui, ils ont tous démarré dans leur petit garage, là-bas, avec très peu de moyens, avec un petit clavier, un petit machin. Oh, mais des génies !» Oui, c'est vrai, ils sont géniaux. Sauf que, ce qui n'est pas dit dans la chanson, c'est qu'ils ont tous été approchés par la CIA et financés par le fonds Carlyle, le fonds souverain privé Carlyle, qui est alimenté évidemment par BlackRock. Oh, bah, ça, c'est quand même extraordinaire. On en arrive toujours au même, vous savez. Ceci étant, le fonds Carlyle, c'est un fonds privé avec un montant incalculable en milliards de dollars et qui finance, je vous le donne en mille, tout ce qui est effectivement recherche sur les virus, cyberdéfense, nanotechnologie, etc., etc. En fait, ce qu'on a en face, vous savez, cette oligarchie mondiale financière apatride, ce sont eux l'ennemi, le grand ennemi, notre ennemi, vos ennemis, ce sont eux. Ce sont eux qui génèrent les guerres, ce sont eux qui génèrent le chaos.
quand on analyse un peu tout ça, on se rend vite compte que là, on a un énorme problème, effectivement, parce qu'il faut bien comprendre que malheureusement, nous sommes dépendants de cette monstruosité, de ces monstres financiers. Alors ça devient compliqué parce que ce sont eux qui, comme je vous l'ai dit, déchaînent les guerres. Alors comme évidemment ils se sont mis en Ukraine, mais ils ont poussé l'Ukraine. Pourquoi ils se sont mis en Ukraine? Tout simplement parce que l'Ukraine est frontalier avec la Russie et qu'il fallait... Vous savez, le grand plan des anglo-saxons depuis toujours, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est de dépecer et de morceler la Russie et de piller ses richesses naturelles. Donc, eh bien, en déchaînant l'Ukraine, en déchaînant cette guerre insensée, en poussant Vladimir Poutine à un moment donné à donner un coup de pied dans la fourmilière parce qu'il n'avait pas d'autre choix, eh bien, voilà où nous en sommes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Donald Trump, là, est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière, certes, et c'est bien. Maintenant, Donald Trump, c'est dans 4 ans, il n'est plus là. Et dans 2 ans, il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis. Donc, il ne reste malheureusement 4 ans, c'est très court. Et après, il y aura donc quelqu'un qui va remplacer Trump. Donc en réalité, la menace états-unienne, anglo-saxonne, je dirais, n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée parce que nous avons cette oligarchie financière mondiale qui est aux commandes de quasiment de toute la planète. À part la Fédération de Russie et un peu la Chine, pour l'instant, cette oligarchie financière mondiale est quasiment partout. Alors le problème tout à l'heure, et Nicolas l'a beaucoup évoqué, le problème, les médias. Les médias ont une lourde responsabilité sur tout ce qui se passe sur toute la planète. Vous savez, le problème, et Nicolas l'a un peu souligné, c'est que les gens, naturellement, n'ont pas envie d'aller faire la guerre. Moi, je veux dire, vous comme moi, on n'a pas envie d'aller trucider le fermier qui habite dans le Kentucky, par exemple, ou le fermier qui habite en Afrique du Sud, ou un citoyen russe. Mais bien évidemment que non. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, les médias font tourner tout un système de propagande qui lobotomise finalement, au bout d'un moment, une bonne majorité de la population. Je vais vous prendre un exemple simple. 1914. Les journaux de l'époque, et il n'y avait pas Internet à l'époque, titraient « Fallait bouffer du Boche ». Mais c'était ça. En 1914, il fallait aller bouffer les Allemands. Et les Allemands, c'était les Boches, c'était les sales Boches, il faut aller les tuer, il faut aller les bouffer, il faut gna 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 gna. Ouais, effectivement, beaucoup de Français, ah ouais, on parle à fleur au fusil, on va aller bouffer du Boche. Ouais, ils en ont bouffé du Boche, mais ils se sont fait bouffer aussi, quoi. Et le résultat, ça a été 20 millions de morts, ça a été une super grande boucherie. Et là, les médias sont responsables de tout ça. Vous savez, les médias, c'est sans arrêt, ce sont des marchands de chaos. Je me rappelle dans les années 70-80, pour ceux de ma génération, vous allez vous en rappeler, c'était le péril jaune. Oh, les Chinois vont débarquer à Paris. Rappelez-vous, on nous en jouait de long, large, travers et diagonale. Ah oui, l'armée chinoise, ils vont nous envahir, ils vont aller à Paris, gna 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 gna. Même Jean-Yann, il avait sorti à l'époque un film un peu style sketch, comédie là-dessus, mais bon. Les Chinois à Paris, bon bref. Aujourd'hui, il faut aller bouffer du russe. C'est le péril russe, c'est ce que titrent les médias. C'est sans arrêt, c'est en boucle. Moi, je suis assez présent sur X, mais c'est incroyable. Jacques Attali a osé mettre le portrait de Trump collé avec le portrait d'Adolf Hitler. Oh, là, j'ai dit, quand même, il faut arrêter, quoi. Eh ben non, ils n'arrêtent pas. Alors BHL, tout à l'heure, Nicolas en a parlé, l'entarté à la crème, là, d'accord. C'est pas étonnant de BHL, mais c'est un va-t-en-guerre. Ce sont des toxiques. Ces gens sont toxiques.
Et le problème des médias, c'est ça, ils ont une lourde responsabilité. Parce que malheureusement, vous comme moi, on réfléchit, on analyse, on essaye de faire la part des choses. Mais il y a des gens, c'est plus compliqué. Et quand les gens ont le cerveau lavé le matin, quand ils allument la radio et qu'ils allument France Inter et que le soir ils se couchent avec TF1 ou France 2, ah, je regardais hier soir un bout du JT de France 2, ah, Delahousse, oh, il nous a fait 5 minutes sur, ah, Trump, oh, les horribles Russes, oh, mon Dieu, l'ordre mondial est chamboulé, oh, le péril russe, oh, la Troisième Guerre mondiale, oh. Ah! Non mais c'est fou. Alors moi, d'un point de vue extérieur, bien évidemment, avec mon épouse, on regarde ça, on se dit quand même, ça va loin. Mais je me mets à la place de gens qui n'ont pas la même faculté d'analyse. Ah, là, ça devient compliqué. Au bout d'un moment, ça finit par rentrer. Eh oui, l'ennemi, c'est les Russes. Et ça devient complètement fou. Et le but tout à l'heure, enfin je vous l'ai décrit tout à l'heure, le but derrière c'est de nous faire une Europe supranationale. Ça c'est clair. Avec des milices lourdement armées qui vont contrôler toute la population. Ça a commencé avec la répression sanglante en France des Gilets jaunes. Parce que souvenez-vous quand même, les Gilets jaunes ont été sévèrement réprimés. 13 morts quand même, hein. 27 personnes ont perdu un œil, 200 blessés graves qui auront des incapacités et qui seront invalidés à vie, 2000 blessés et des gilets jaunes qui ont été embastillés pendant un an et demi en tant que prisonniers politiques et qui ont été relâchés au bout d'un an et demi. On leur a dit, bah, de toute façon, vous auriez été condamnés à un an et demi dehors. Ah ouais, super. Sauf que pendant un an et demi, le gars, il a perdu son boulot, il a perdu souvent sa famille, parce que là, ça éclate en général, etc., etc. Ça a été sanglant. Et demain, ils peuvent monter d'un cran. Donc, il faut s'en méfier comme de la peste. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut maintenant, de toute façon, on n'a pas beaucoup de solutions en France, hein. Il faut sortir de l'Europe, il faut sortir du joug états-unien. Marquez ça, on est bien parti. Avec Donald Trump, on est bien parti. Mais je me méfie de l'eau qui dort. Vous savez, il faut toujours... Moi, les anglo-saxons, je m'en méfie comme de la peste. Mais, donc voilà, mais on n'a pas de choix. Et si on ne le fait pas, ça va devenir de plus en plus compliqué pour nous. Vous savez, en France, on est dans un très mauvais état. Il n'y a plus que 26% en France qui gagnent bien leur vie. Et c'est un chiffre vérifié, hein. En France, on a 15 800 000 pauvres, hein, quand même, hein, sur 32 millions d'actifs. En France, on souffre à peu près, il y a 15 millions de Français qui ont des problèmes de logement. Je ne dis pas qu'ils dorment dehors, je dis simplement qu'ils ont des problèmes de logement. Problèmes pour payer les loyers, etc., etc. Mais Emmanuel Macron nous dit « tout va bien ». Oh, bah oui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, je vous ai brossé un petit peu un tableau noir, j'en suis infiniment désolé, mais d'un autre côté, ça me paraît nécessaire que vous ayez les bonnes informations, ou les informations de qui, au sommet, tire les ficelles. Et c'est effectivement cette oligarchie financière mondiale apatride, d'obédience anglo-saxonne. Alors, si vous le permettez, je vais terminer par quelques citations, parce que je vous parlais de la responsabilité des médias. La responsabilité des médias, et je vais vous donc faire une citation de Julian Assange. Je ne vous le présente pas, je pense que vous connaissez tous Julian Assange. Et voilà ce qu'il a déclaré il y a quelque temps déjà. L'une des choses les plus importantes que j'ai découvertes est que presque chaque guerre qui a débuté au cours des 50 dernières années a été le résultat de mensonges médiatisés. Les médias auraient pu les arrêter s'ils avaient fait assez de recherches au lieu de relayer la propagande du gouvernement. Qu'est-ce que cela signifie fondamentalement ? Cela veut dire que les populations n'aiment pas les guerres, elles doivent être manipulées pour accepter les guerres et n'acceptent pas aveuglément d'aller en guerre. Donc si nous avions un bon environnement médiatique, nous aurions un environnement pacifique.
L'ennemi numéro un est l'ignorance, et je crois que c'est l'ennemi numéro un de tout le monde. L'ennemi est de ne pas comprendre ce qui se passe réellement. C'est seulement quand vous commencez à comprendre que vous pouvez prendre de meilleures décisions. La question est, qui fait la promotion de l'ignorance? Ce sont des organisations qui essayent de garder des secrets et ces dernières déforment l'information réelle pour la rendre fausse ou biaisée. La majorité des médias est exécrable et déforme tellement la réalité du monde dans lequel nous vivons que le résultat observé est une continuité de guerres et de gouvernements corrompus. Nous devons nous questionner si le monde ne serait pas mieux sans eux. Et ça, c'est Julian Assange. Alors j'ai une autre citation aussi, une citation de Paul Valéry, que j'emploie souvent, parce que Paul Valéry était dans le vrai quand il a écrit cela. Il a dû écrire cela en 1936 ou 1937. Il a écrit ceci. La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent très bien, mais qui ne se massacrent jamais. Et enfin, une dernière citation, et puis j'en ai encore deux. Oui, j'aime bien les citations, parce que je trouve que ça illustre bien. Et une citation aussi d'Henry Kissinger, je ne vous le présente pas, Kissinger. Il disait, donc je vais vous la traduire en français, c'est facile, « Être l'ennemi des Américains peut être dangereux, mais être l'ami des USA est fatal. » Ah, bah tiens donc. Et enfin, une dernière citation, et j'arrête là pour les citations. Fidel Castro, que je ne vous présente pas non plus, en 1992 déclarait, 1992, la guerre prochaine sera en Europe, contre la Russie et le fascisme. Sauf que le fascisme sera appelé démocratie.